Salut tout le monde, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité des grands championnats européens à retrouver ici même sur la chaîne YouTube d'Eurosport France chaque lundi. Je suis Arthur Merle, encore une fois ravi de vous retrouver. Voici le programme. On commencera en France, un mot de ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1, mais surtout une projection sur la semaine à venir des clubs tricolores en Ligue des Champions. Marseille et Monaco seront sous grosse pression mardi avant de se retrouver en championnat dimanche. Puis le PSG sera un peu plus tranquille à Bilbao, mais on parlera de cette concurrence éventuelle entre Savonov et Chevalier. Le Russe a été très bon contre Rennes samedi soir. Doit-il poursuivre comme titulaire? On va poser cette question à Elton. On ira ensuite rejoindre Philippe Auclair en Première Ligue pour parler évidemment de l'affaire Mohamed Salah qui a complètement vidé son sac après le match nul à Leeds de Liverpool samedi. L'Égyptien pas content de son traitement par Arne Slot. On va voir comment tout ça a été vécu et on va surtout se poser les questions sur la suite de l'aventure de Salah à Liverpool. On terminera avec la Liga et Ana Caro, le Real qui s'est incliné à domicile contre le Celta Vigo dimanche soir. Un Real qui a un peu pété les plombs aussi sur la pelouse. Un Real en pleine crise. Xabi Alonso est-il en gros danger plus que jamais? On va poser cette question à Anna. Voilà pour le programme. Le rappel, c'est toujours le même. Vous pourrez également retrouver Tour d'Europe en petite pastille vidéo sur eurosport.fr. Voilà, tout est prêt. On peut y aller. Allez, on commence ce Tour d'Europe, comme chaque lundi, avec l'actualité de la Ligue 1. On rejoint notre spécialiste du foot français, Elton Mokolo. Salut Elton, est-ce que ton week-end a été bon? Bonjour Arthur, oui, c'est un week-end qui a été très intéressant. Enfin, un week-end où il y a quand même eu des enseignements, que ce soit Ouais. en haut ou en bas de partie de tableau. On va les évoquer, ces enseignements, avant d'ouvrir notre grosse page Ligue des Champions. Allez, on commence en haut du tableau. Il n'y a que 3 des 8 premiers qui ont gagné, et même qui n'ont pas perdu ce week-end. Et l'un des grands gagnants, c'est évidemment le RC Lens. Le RC Lens qui conserve sa place de leader. A priori, on a des 100 et or qui vont s'attacher là, tout en haut du classement, à leur position de leader. Bah écoute Arthur, c'est un match qui avait le caractère d'un match piégeux, à l'instar de ce qui s'était passé contre Angers, face à une équipe qui est en mal de points, face à une équipe qui a un entraîneur dont la situation est fragilisée. Et pour autant, Lens a encore gagné. Lens a gagné en affichant ce qu'il peut faire aussi bien footballistiquement que mentalement. Encore un but arraché dans les dernières minutes. Et donc, ça montre que Lens fait quand même la très bonne opération parce que maintenant, il y a 5 points d'avance par rapport à l'Olympique de Marseille. Et la possibilité, face à l'OGC Nice qui est complètement en perdition, l'ambition de terminer l'année à la première place. Ouais, en fait, on pense forcément à la course au titre, mais cette victoire de Lens conjuguée aux autres résultats, c'est aussi une manière de commencer à très solidement s'installer sur le podium et à très sérieusement rêver de Ligue des Champions. Oui, rêver de Ligue des Champions, d'autant plus que l'Olympique Lyonnais a perdu. Donc, par rapport à cette fameuse quatrième place, enfin la quatrième place qui permettrait d'aller en tour préliminaire, c'est quand même une très belle opération pour le RC Lens. Mais là, on a le sentiment, Arthur, que avec la dynamique lensoise couplée à l'irrégularité des autres adversaires, il y a quand même l'ambition pour Lens de se dire que le podium est clairement accessible, si ce n'est mieux, parce qu'aujourd'hui, Lens, encore une fois, est leader du championnat. Elton, en bas de tableau, il y a la JOCR qui a réalisé l'une des grosses opérations du week-end, mais on va peut-être plus se concentrer sur le SCO d'Angers, cette équipe qui nous surprend. Victoire 1-0 contre un Nice qui avait déjà la tête sous l'eau, mais qui est encore plus enfoncé après cette nouvelle journée de Ligue 1. Ouais, un SCO très surprenant qui enchaîne les victoires. Mais écoute, Arthur, si je te dis qu'entre la neuvième et la 15e journée, le SCO d'Angers est dans le top 4 des meilleures équipes de Ligue 1 sur les derniers matchs. Et c'est bien la réalité parce que c'est une équipe qui, en plus d'être très difficile à jouer, très difficile à battre, il n'y a qu'à demander notamment à certaines équipes, gagne des matchs et gagne des points en affichant un style qui, ma foi, est quand même très intéressant avec des individualités Ouais. qu'on peut mettre en avant, que ce soit Abdelli, que ce soit Sheriff, que ce soit Peter ou que ce soit Kofi dans les buts. Et là encore, face à un Nice, Nice on attendait Nice qui sera en difficulté par rapport au contexte très pesant. Angers est parti
arraché, décroché, un succès qui est précieux et qui confirme son vrai bon championnat. Et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus parce que cette saison en Ligue 1 2025-2026 est quand même très difficile de battre Angers. On peut demander à l'Olympique de Marseille, on peut demander à l'AS Monaco et donc on peut demander à l'OGC Nice. Arthur, je t'ai cité quand même trois équipes qui ont disputé la Ligue des Champions cette saison. Qui dispute la Ligue des Champions dans le cas de Monaco ou de Marseille? Et on pourrait même ajouter une petite défaite contre le PSG. Tout ça pour montrer la compétitivité d'Angers version du jeu. On va justement en parler de ces équipes françaises qui jouent la Ligue des Champions cette saison. On va commencer par celles qui joueront mardi, à savoir l'AS Monaco qui accueillera Galatasaray, l'Olympique de Marseille qui se rendra sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Deux équipes qui ont perdu en ouverture de cette journée vendredi. Défaite 1-0 à Brest pour Monaco, défaite 1-0 à Lille pour l'OM. Ces deux équipes qui seront sous grosse pression mardi parce qu'elles sont dans les clous pour être barragistes, mais il ne faut pas qu'elles perdent beaucoup de points en route, et qui se retrouveront dimanche. Ça sent la possible grosse crise pour celle des deux équipes qui va mal négocier cette semaine, Elton. Ah bah oui, totalement, Arthur. Là, c'est une semaine qui devient d'autant plus capitale que là, il y a deux objectifs sur deux championnats, enfin sur deux compétitions différentes qui deviennent très importantes. On va commencer par l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui, encore une fois, s'est pris les pieds dans le tapis face au LOSC. Et l'Olympique de Marseille qui commence à beaucoup plus regarder derrière que devant. Là s'offre un match de Ligue des Champions, un match de Ligue des Champions qui est toujours important, même s'il y a eu la victoire contre Newcastle, face à une équipe qui paraît beaucoup plus faible, qui a changé d'entraîneur. Justement, l'ancien entraîneur est parti du côté de l'AS Monaco, c'est Pocognoli. Et donc, pour l'Olympique de Marseille, c'est l'occasion de bonifier ce succès à domicile contre Newcastle et de s'offrir deux dernières journées où l'Olympique de Marseille aura son destin en main pour aller se qualifier en barrage. Et là, on a le sentiment que l'accident n'est pas de mise du côté de la Belgique. Donc c'est pour ça que c'est un match qui, encore une fois, est très important pour l'Olympique de Marseille. Et du côté de l'AS Monaco, après le match nul très décevant à Paphos, où clairement on avait le sentiment que le seul point positif, c'était le point décroché. Là, il s'agit de gagner un match très important face à Galatasaray qui fait quand même un vrai bon championnat sur la phase Ouais. régulière, un vrai mini bon championnat sur la phase régulière de Ligue des Champions. Si tu dois te mouiller un peu, est-ce que tu vois l'OM, Monaco ou les deux accéder au barrage, voire mieux pour la suite de la Ligue des Champions? Alors, si je dois mouiller, je vois les deux équipes. Je vois les deux Ok. équipes dans la mesure où l'Olympique de Marseille a son destin en main, que ce soit face à l'Union Saint-Gilloise. Liverpool paraît être le gros épouvantail, mais Liverpool, je suis sûr que vous allez très vite en parler. Ouais. Liverpool a de multiples problèmes. On ne peut pas écarter une victoire de prestige et une victoire très importante pour le championnat. Et enfin, il y a ce fameux déplacement à Bruges. Donc, pour moi, l'objectif des barrages est clairement un objectif enfin pas très atteignable pour l'Olympique de Marseille. Et du côté de l'AS Monaco, alors oui, il y a un calendrier qui sur le papier paraît un peu plus compliqué, Galatasaray, Real Madrid, notamment sur les deux prochaines journées. Mais du côté de l'AS Monaco, ils nous ont déjà prouvé l'année dernière qu'ils étaient en capacité d'aller chercher des gros résultats. Et donc moi, je pense que Monaco peut être barragiste également. Écoute, on va souligner ton optimisme et on espère que tu as vu juste. On va basculer sur le Paris Saint-Germain. Paris pour qui ça va mieux. Victoire assez impressionnante contre le Stade Rennais 5-0. Vrai réveil de ce PSG dont on attendait ce visage depuis quelques semaines, en tout cas en Ligue 1. Est-ce que c'est avant tout un réveil à l'orgueil, selon toi, par rapport à toutes les critiques qu'on a pu nous-mêmes prononcer ou lire à droite et à gauche? Réveil à l'orgueil, il faudra que ça se confirme du côté de la Ligue 1. J'aimerais juste parler de réveil pour qualifier la prestation parisienne contre Rennes. C'était un match qui était quand même particulier dans la mesure où ça opposait les deux équipes qui ont le moins perdu en Ligue 1. Le PSG maintenant qui n'a seulement que deux défaites et Rennes qui avant cette rencontre affichait également deux défaites. Et Mhm. on avait le sentiment que c'était un match qui pouvait être piégeux pour le PSG. Il n'en a rien été, précisément parce que on a retrouvé le PSG tel que l'on connaît, un PSG qui a une circulation de balles très rapide, qui fatigue l'adversaire, un contre-pressing étouffant. Et ça a été quand même l'un des,
l'un des points positifs de cette rencontre, avec notamment un PSG qui a été très réaliste au point de mettre 5 buts. Donc c'est quand même bien de voir un PSG mettre 5 buts avec des attaquants à la fête, que ce soit Kvaratskhelia qui a marqué sur ce match 2 buts. C'était beaucoup plus que lors de toutes les journées précédentes où il avait seulement Ouais. marqué une réalisation. Et enfin, la jeune garde parisienne qui s'est distinguée, notamment via Ibrahim Mbaye. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour le PSG d'afficher ce réveil. On peut peut-être insister justement un peu sur ce réveil de Kvara, lui aussi. En fait, un peu dans la même dynamique que le PSG dont on disait qu'il était moins souverain, moins impressionnant en Ligue 1. Bah, pareil pour Kvara, on disait qu'il choisissait un peu ses matchs. Qu'en Ligue des Champions, il affichait un autre visage qu'en Ligue 1. Là, c'est pareil, c'est une belle réponse et c'est ce Kvara dont Paris a besoin et va avoir besoin. Écoute, Arthur, le standard a changé pour Kvaratskhelia dans la mesure où Mhm. on parle d'un champion d'Europe, on parle d'un joueur qui a été quand même classé 12e au Ballon d'Or, on parle d'un joueur qui, en l'absence d'Ousmane Dembélé, aurait pu endosser ce rôle de leader offensif. Il n'en a rien été. La faute à des performances qui étaient parfois très décevantes. Alors, il y a des éléments de contexte dans la mesure où c'est un joueur qui a été touché physiquement. C'est un joueur qui a énormément enchaîné, mais toujours est-il que le bilan global n'était pas satisfaisant. Et là, on a le sentiment d'avoir un Kvaratskhelia qui, en dehors de ses buts, au-delà de ses buts, a été quand même une menace très persistante, a été un joueur tel que l'on connaît, à savoir un joueur très important pour le PSG, un joueur qui peut faire des différences et un joueur qui peut mettre des buts qui sont très importants. Donc, j'ai envie de dire que Gracia est peut-être le symbole de ce PSG, à savoir que est-ce qu'il s'est réveillé seulement pour un match? Là, on va le voir sur les prochaines rencontres parce qu'il y a quand Ouais. même des échéances importantes pour le PSG. Le match contre Bilbao pour encore se rapprocher du top 8, encore un match de championnat et cette fameuse finale de Coupe intercontinentale qui va arriver la semaine prochaine. En plus d'un match de Coupe de France. Euh, une autre performance individuelle qu'on a scrutée de très près, forcément, c'est celle de Matvei Savonov qui remplaçait Lucas Chevalier dans les buts. Chevalier qui était encore voilà, souffrant, ou en tout cas pas apte à démarrer après son gros coup reçu contre Monaco. On va évoquer la concurrence entre les deux dans un second temps, mais d'abord, tout simplement, qu'est-ce que tu as pensé de cette prestation du Russe contre Rennes? C'est une prestation qui, pour moi, a été très rassurante, décisive, notamment sur l'action du premier but, où il y a justement une parade très importante face à Le Paul. Et donc, c'est une prestation qui est très importante dans la mesure où on avait très peu vu Safonov, à la différence de la saison dernière, où il pouvait avoir des matchs pour faire reposer Gianluigi Donnarumma. Là, on avait le sentiment que le PSG voulait prioriser la montée en puissance d'un Lucas Chevalier, nouveau parisien qui devait prendre des automatismes. Là, à la faveur de l'absence de Lucas Chevalier, Safonov a quand même répondu présent en étant décisif. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour le PSG pour avoir un gardien qui, plutôt au pied levé, est capable d'être décisif et capable de rassurer sa défense parisienne. Un clean sheet pour le PSG, c'est quand même bienvenu après ces dernières semaines qui étaient quand même compliquées de ce point de vue. Bon, forcément, tu me voyais venir, Elton. Est-ce que cette prestation conjuguée au premier mois un petit peu compliqué de Lucas Chevalier, est-ce que ça suffit déjà à ouvrir le débat sur la place de numéro 1? Est-ce que Safonov peut, dès mercredi à Bilbao, ou en tout cas à très court terme, prendre une place beaucoup plus importante à Paris? Safonov peut jouer mercredi à Bilbao si par exemple Lucas Chevalier n'est toujours pas rétabli. Donc pour moi, ça sera l'une des interrogations. Safonov peut jouer du côté de Bilbao et Luis Enrique peut aussi se dire que inutile d'accélérer le retour d'un Lucas Chevalier, donc auquel cas ça peut être intéressant de là avoir quand même une possible concurrence. C'est un pas que je ne franchirai pas parce que, encore une fois, j'ai le sentiment que Lucas Chevalier sortait quand même de bonnes prestations en Ouais. Ligue 1, tout du moins en Ligue 1, que ce soit contre Le Havre, que ce soit contre l'AS Monaco, malgré sa blessure. C'était davantage en Ligue des Champions, il avait déçu contre Tottenham. Et j'ai du mal à penser que Luis Enrique va remettre sur le tapis une possible concurrence, d'autant plus que Luis Enrique, on a le sentiment que c'est un dossier qui lui tient à cœur parce qu'il y a eu le départ, l'éviction de Gianluigi Donnarumma qui a profité à Lucas Chevalier. Et donc, Lucas Chevalier déclassé, ce serait quelque part un pari perdant pour Luis Enrique. Quand on voit les résultats du PSG, qui est certes deuxième de Ligue 1, mais également
qui est dans le top 3 en phase régulière de Ligue des Champions, on a le sentiment que rien ne presse pour un possible déclassement de Lucas Chevalier et que pour l'instant, ce n'est pas un débat à l'ordre du jour. C'est vrai qu'il y a cette question-là de Luis Enrique qui n'aurait pas forcément envie de se renier après avoir lui-même voulu faire venir Lucas Chevalier, mais on a aussi vu un Luis Enrique capable de prendre des choix assez radicaux quand ça allait dans le sens de ce dont avait besoin le collectif. Là, il y a quand même des attitudes du côté de Savonov qui trompent pas. On l'a vu le point rageur, on l'a vu quand même assez rassurant contre Rennes. Euh, Est-ce que ça pourrait pas changer des choses aussi dans la réflexion de l'Espagnol? Dans l'esprit de Luis Enrique, c'est toujours bien d'avoir, il a déjà expliqué à plusieurs reprises, c'est toujours bien d'avoir une émulation qui pousse le titulaire à travailler, qui pousse le titulaire à afficher un niveau de performance très élevé. Donc Safonov est là pour ça. Il risque d'avoir des fenêtres de tir, notamment pour être titulaire à l'occasion de la Coupe de France et même pourquoi pas en Ligue des Champions, en fonction de l'état, en fonction de la santé de Lucas Chevalier, s'il sera apte ou pas pour ce match contre Bilbao. Donc Safonov a le devoir de mettre la pression à Lucas Chevalier pour instiller un doute dans l'esprit de Luis Enrique pour faire en sorte qu'il y ait un possible débat, parce que le PSG sera gagnant dans tous les cas, à savoir en pouvant compter sur deux gardiens très compétitifs. Donc Safonov, sur le peu d'opportunités qu'il aura, il faudra qu'il les valorise, il faudra qu'il y ait des performances très satisfaisantes pour qu'on puisse penser que Lucas Chevalier, il a une concurrence, voire il a un possible gardien remplaçant qui pourrait y passer devant. Bon, en tout cas, il a bien saisi l'opportunité de samedi soir, Safonov, et effectivement, on verra ce qu'il en sera mercredi à Bilbao. Merci beaucoup, Elton, pour toutes tes réponses, toutes tes Merci à toi. analyses. On va te libérer, et puis nous, on va filer du côté de la Première Ligue pour rejoindre Philippe Auclair. Allez, on poursuit ce tour d'Europe en Angleterre et on rejoint notre spécialiste du football anglais, Philippe Auclair. Salut Philippe, merci d'être avec nous comme chaque lundi. Bon, on l'a dit en introduction, on va évidemment revenir sur la sortie de Mohamed Salah après le match nul de Liverpool à Leeds. On va en parler en long, en large, en travers. Mais on va d'abord parler de ce qui s'est passé sur les pelouses et notamment dans la course au titre. Complètement relancé après les résultats du week-end. Défaite d'Arsenal 2-1 contre Aston Villa, victoire de City 3-0 contre Sunderland. On a donc un top 3 qui se tient en 3 points. Mais c'est surtout ce qui s'est passé à Villa Park qu'on va débriefer, Philippe. Oui, décidément, ça devient une mauvaise habitude pour les Gunners. Quand tu regardes les résultats de ces dernières saisons contre Aston Villa, tu te rends compte qu'en fait, que c'est l'équipe qui leur donne le plus de fil à retordre. Enfin, en acceptant bien sûr Liverpool et Manchester City, les habituels prétendants au titre, mais parmi les autres clubs, c'est vraiment Villa qui leur donne le plus de problèmes. Tu regardes, je crois que sur leurs 5 derniers matchs, maintenant, ça fait 3 victoires pour Villa, une défaite, 3 victoires pour Villa, une victoire pour Arsenal et un match nul. Et c'est comme ça depuis à peu près 5-6 ans maintenant, où à chaque fois, particulièrement à Villa Park, tu te dis que c'est une équipe qui ne réussit pas du tout. Et là, ça a été le cas. Et la façon, en plus de ça, dont il concède cette défaite a fait particulièrement mal, comme Mikel Arteta d'ailleurs l'a souligné après la rencontre. Parce que très honnêtement, les deux équipes se séparent sur un score, un partage, comme disent nos amis belges, un partout. Il n'y a absolument rien à dire. L'Aston Villa d'Unai Emery est une bonne équipe. Le match était de très, 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 très bonne qualité. Mais malheureusement, et j'en ai parlé dans ma chronique et on en a parlé également dans le Tour d'Europe, il commence à y avoir des petits tiraillements défensifs dans cette équipe d'Arsenal qui sont surtout dus au fait que tu as des absences et des absences qu'il est extrêmement difficile de pallier. Et on pense bien évidemment à celle de Gabriel et de William Saliba, plus celle de Mosquera qui a été blessé contre Brentford, ce qui signifie qu'Joran Timber a dû se mettre en défense centrale, aux côtés d'Hincapié, avec Ben White retrouvant sa place sur le côté droit. C'est pas idéal du tout. C'était la 6e association défensive en défense centrale en 22 matchs cette saison pour Arteta. C'est très inhabituel. Et je peux te dire, enfin, à mon sens, si jamais il y a l'association Norman, Gabriel, Saliba, ça le fait. C'est le nul ou la victoire à Villa. Là, ce n'est pas le cas. Mais bon, ça fait partie des aléas de la saison. On savait que ce serait un des problèmes d'Arsenal de toute façon. Et là, ils ont payé cash, mais face, encore une fois, à une superbe équipe d'Aston Villa, dans laquelle tu as des joueurs qui sont en train d'exploser tout simplement, hein, comme Konsa, comme Morgan Rogers, qui est
bon, maintenant qui a pris la place de Jude Bellingham en équipe d'Angleterre en numéro 10, ça veut tout dire. Donc, c'est pas du tout un résultat surprenant en soi. On savait que ce serait compliqué. La seule compensation, le seul soulagement, ou consolation plutôt, pour les Gunners, c'est le fait qu'après une série de matchs qui était quand même très, très, très difficile quand tu regardes le programme d'Arsenal sur ces dernières semaines, ils sont toujours en tête du championnat d'Angleterre. Et le prochain adversaire, c'est Wolverhampton, qui est probablement la pire équipe de l'histoire de la Première Ligue. Ah ouais. On fera peut-être un peu plus alors sur les Wolves pour parler de ça. Mais effectivement, il y a du plus léger qui attend Arsenal là, dans les matchs à venir. Un petit mot quand même, on est obligé, on a tous vu, et particulièrement nous, spectateurs français, cette magnifique passe décisive de Ryan Cherki contre Sunderland. Gros match plus globalement de Cherki dans cette rencontre. Ah oui, ça n'a pas été... Parce que bien évidemment... Parce que ça mène à un but et que tu vois l'action sur le côté droit et que tu vois cette Rabona, ce coup du foulard, appelle ça comme tu voudras, et que tu vois en plus la réaction des coéquipiers de Cherki, c'est ça que je trouve admirable. Ouais. Phil Foden, qui place quand même le coup de tête victorieux qui donne le 3e but à Manchester City, il célèbre pas son but, il éclate de rire et il va se diriger vers Cherki et tous ils sont là à se mettre la tête dans les mains, c'est-à-dire mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Et c'est vrai que c'était un geste technique absolument magnifique. Très cherkien, c'est-à-dire c'est plein d'élégance, c'est plein d'équilibre, et en même temps, ça apporte un véritable résultat. Mais on avait vu d'autres, il y avait notamment une succession de 2 doubles râteaux dans la surface, également sur le côté droit, un petit peu plus tôt dans le match. Ouais. Et les commentateurs, en fait, ils ne commentaient même pas, c'était « Oh !» Et il n'y avait plus de mots, c'était simplement du pur plaisir de voir Ryan Cherki à ce niveau de jeu, dans une équipe de Manchester City, qui est d'une certaine manière beaucoup plus séduisante que celle du passé, je trouve. Je ne sais pas si tu partages ce point de vue, mais le fait qu'elle soit un petit peu friable, le fait que lorsqu'ils sont à 2-0, si Granit Xhaka met cette frappe qui tape le poteau à l'intérieur, tu te dis ça ne va pas être simple pour eux. Ils ont déjà perdu des matchs cette saison, ils ne sont pas aussi sereins peut-être ou inattaquables qu'ils l'étaient de par le passé. Par contre, ce qu'ils ont, c'est que offensivement, il y a énormément de verve, dans une configuration un petit peu différente, qui était un 4-3-2-1 assez étroit. D'habitude, tu vois, tu auras Doku à gauche et Savinho à droite pour avoir autant de largeur que possible. Là, c'était un petit peu plus réduit et du coup, Cherki et Doku se retrouvaient en position d'inter, une position très guardiolaine d'ailleurs. Et sans avoir des arrières latéraux pistons qui créent vraiment de danger sur les ailes elles-mêmes. Et c'était fascinant à voir, et ça convient parfaitement à Ryan Cherki parce qu'il a beaucoup plus de liberté dans cet espace un petit peu difficile à définir entre l'axe et le flanc. Et là, bon, avec ses qualités techniques, également face à un adversaire, je ne fais surtout pas injure au Sunderland de Régis Lebris, qui est absolument admirable à tellement de façons, mais un adversaire qui n'était peut-être pas tout à fait au niveau top du top de la Première Ligue, ça l'a fait. Et franchement, c'était séduisant. Alors, est-ce que ça veut dire que Manchester City, tout d'un coup, et le grand méchant loup, va dévorer Arsenal? Non, parce que c'est une équipe friable comme les autres. Ouais. Et en fait, bon, c'est ça qui fait d'ailleurs le charme de cette saison de championnat d'Angleterre, c'est qu'il y a des résultats assez surprenants. Pour une fois, toutes les équipes peuvent vraiment battre toutes les équipes, sauf Wolves. Je répète, Wolves qui ne peut battre personne. On sent que tu apprécies leur saison. On va basculer, on va ouvrir ce gros dossier Mohamed Salah. Match nul déjà très spectaculaire et encore très décevant de Liverpool qui avait vraiment ce match en main sur la pelouse de Leeds, mais on va peut-être laisser ce scénario un peu rocambolesque de côté et directement venir au dossier Salah. Donc 3 partout. À l'issue de ce match, Mohamed Salah, qui parle quand même assez rarement aux médias, se présente devant les journalistes. Je vous lis une partie de sa déclaration. Donc, il venait de passer son 3e match de suite sur le banc, le 2e sans entrer en jeu. Je suis très très déçu, j'ai tellement fait pour ce club tout au long de ces années. Maintenant, je suis sur le banc et je ne sais pas pourquoi. C'est comme si le club m'avait jeté sous le bus. Il est très clair que quelqu'un veut me désigner comme le responsable de cette situation. Avant même de se pencher sur les conséquences de cette déclaration et l'avenir de Salah, raconte-nous, Philippe, comment cette sortie a été vécue en Angleterre. Est-ce qu'on est du côté de Salah, on s'apitoie un peu sur son sort, ou est-ce qu'on trouve ça absolument grotesque? Alors écoute, en cherchant bien, tu trouveras sans doute des supporters de Liverpool qui se mettront du côté de Mohamed Salah, légende du Copenhagen. En fait, j'ai fait mon petit florilège, je me doutais que tu me poserais cette question. J'ai été voir un petit peu ce qui se disait.
dans les médias, et des médias qui d'ordinaire seraient plutôt calmes, se contenteraient de rapporter ce qui s'est passé. Et voilà quelques-unes des expressions que j'ai trouvées sous la plume de journalistes d'ordinaire, comme je te dis, beaucoup plus, on va dire, s'en tenant à des choses plus normales. Un acte de trahison, une grenade lancée dans la tranchée des Reds, un vestiaire passé au lance-flammes, et bon, tu vois, et le reste à l'avenant. Et également, tu as très bien fait de le dire, il s'arrête rarement pour parler aux journalistes. En fait, un de nos collègues qui travaille pour un fanzine, mais un grand fanzine de Liverpool, et qui fait tous les matchs à domicile de Liverpool, et il fait toutes les zones mixtes où les joueurs sont censés passer après les rencontres. Je crois qu'il a dit qu'il avait fait 240 zones mixtes de matchs où Mohamed Salah avait été présent et avait pris part au jeu. 240. Il dit qu'il s'est arrêté 3 fois. 2 fois, c'était après des victoires en Ligue des Champions. La 3e fois, c'était après le match contre Leeds. Il ne fait jamais ça. C'est un joueur qui ne s'adresse jamais à la presse. Je dis bien jamais. Et donc, c'est complètement prémédité. En plus de ça, ça a duré quand même 7 minutes. On a tous été dans une situation de zone mixte. C'est dingue, hein, tu avoueras. Tu as déjà eu quelqu'un au micro comme ça pendant 7 minutes en zone mixte? Quasiment jamais. Rarement. Et bah oui. Et la façon a beaucoup choqué, le timing a beaucoup choqué, la façon dont il a parlé a beaucoup choqué. Et en fait, bon, ce qu'il a fait, c'est que on va dire, il a lancé une grenade dans la tranchée des Reds, mais il a surtout lancé une grenade à ses propres pieds, parce que c'est quand même extraordinaire que ce joueur, qui était et qui demeure une légende, le joueur aux 250 buts pour Liverpool, ce joueur qui est une légende absolue du COP, et certains disaient même peut-être le plus grand joueur de l'histoire du club avec Kenny Dalglish, c'est pas seulement sa place dans l'équipe de slot qu'il va perdre, qu'il a perdu, ça y est, c'est fait, même s'il était à l'entraînement hier, au passage. Hein. Il s'est entraîné, il a fait un décrassage, on va dire ça comme ça. Mais c'est son propre héritage, son propre legs. Les supporters de Liverpool sont écœurés par ce qu'ils ont entendu. Quand ton club va mal, tu peux avoir toutes ces questions, évoquer toutes ces questions en privé avec ton entraîneur, tes dirigeants, tout ce que tu voudras. Mais tu ne fais pas ça, tu ne t'arrêtes pas, tu ne remets pas l'huile sur le feu au moment où ton club traverse une passe extrêmement difficile. Et donc, de ce côté-là, si jamais le but, c'est de faire en sorte qu'il s'en aille au mois de janvier et aille rejoindre, qui sait, un club en Arabie Saoudite ou ailleurs. Aucun club, apparemment, n'est d'ailleurs entré encore en contact avec Liverpool à la suite de cette sortie de Salah. S'il veut, en effet, s'en aller au club, et ça sera par la toute petite porte en l'occurrence, au mois de janvier, il a fait ce qu'il fallait faire. Sinon, sa situation est tout simplement intenable. Et encore une fois, on ne va pas appeler ça une tragédie. Il y a des choses beaucoup plus tristes dans la vie et dans le monde aujourd'hui que cela. Mais c'est quand même d'une rare tristesse de voir un joueur perdre ainsi, il va perdre, non pas perdre le soutien, mais mettre à mal ce qui est sa légende dorée dans un club dont il a écrit l'histoire. Il le dit lui-même, et il a raison, il a écrit l'histoire de Liverpool. Je crois qu'il y a un autre problème, c'est que, il a toujours le même avocat, qui n'est pas un agent, il a toujours le même avocat, Ami Abbas, mais il a autour de lui une cohorte, un entourage de plus en plus important, qui, pour l'avoir un petit peu côtoyé, je te dis tout, hein, n'est pas des plus sympathiques, agréables, tout ce que tu voudras. Et surtout qui fait tout pour renforcer cette idée que tu es le plus beau, tu es le plus grand, tu es le plus fort. Et je ne pense pas que ça aide à l'équilibre de Mohamed Salah, dont on vantait autrefois l'humilité et la joie de jouer. Et là, ce qu'on voit, c'est un Mo Salah malheureux, aigre, et pas nécessairement des plus humbles, au passage. La façon dont il se positionne par rapport à l'un des plus grands clubs de football du monde, disons que ça passe très très mal. Donc tu vois, c'est une longue réponse, mais je pense qu'il fallait évoquer tout cela. Bien sûr. C'est le fait qu'il met à mal sa position actuelle, mais beaucoup plus grave, vu de plus loin, dans un contexte plus élargi, il met à mal sa propre légende à Liverpool, et ça, c'est vraiment plus que dommage. C'est vraiment d'une tristesse infinie. Ce qui est fou, c'est qu'après une nouvelle contre-performance des Reds, là, on se pose même pas du tout la question de l'avenir de Slot. C'est vraiment celui de Salah qui est en jeu. En fait, on a quasiment plus de chance de revoir Salah sous les couleurs de Liverpool. Écoute, il n'est pas du tout certain qu'il joue contre l'Inter. Ensuite, il y a le match contre Brighton.
Euh, il a dit que ce match contre Brighton pourrait être le dernier, pourrait être son dernier. Les mots qu'il a utilisés, il a été un petit peu ambigu, mais bon, on va voir. Dernier à Enfield, en tout cas. Et une chose sur laquelle revenir également, c'est que la mise, parce qu'on pourrait également interpréter la mise à l'écart de Mohamed Salah comme étant un geste fort de la part d'un entraîneur qui a besoin de gestes forts parce qu'il est lui-même dans une position de faiblesse. Ce n'est pas le cas. Tu regardes tous les chiffres en détail. Je ne parle pas seulement du nombre de buts marqués, parce que là, il y a des aléas. Ça dépend également du fonctionnement, du contexte de ton équipe, etc., du service que tu reçois. Mais dans tous les compartiments de jeu sur lesquels que tu puisses analyser statistiquement, il est en recul, mais c'est plus qu'en recul. Il est à la moitié, au tiers de là où il était il y a encore une saison. Parce qu'il fait une saison fantastique l'année dernière. Plus personne ne l'attendait à ce niveau-là, il l'a fait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Liverpool prend la décision de lui proposer un nouveau contrat. Mais là, par contre, il y a une chute vertigineuse, que ce soit dans le nombre de buts, le nombre de tirs au but, le pourcentage de tirs cadrés, le nombre de dribbles, le nombre de dribbles réussis, le nombre de ballons reçus dans la surface, le nombre de ballons donnés à la surface. Tu regardes tout ça, objectivement, et tu vois que, OK, on sait que Liverpool a des problèmes, mais ça n'explique pas une baisse de régime aussi importante et aussi régulière de la part de Mohamed Salah. Non, il n'est plus le joueur qu'il était auparavant. C'est aussi simple, aussi bête que cela. Et c'est peut-être aussi cette rage qui fait qu'il a explosé comme il a explosé, qu'il a pris la décision d'exploser à froid, ne l'oublions pas, en zone mixte après le match contre Leeds. Ouais, c'est une bien triste fin d'aventure là pour Mohamed Salah qui se dessine. Bon, merci Philippe pour cette grosse mise au point sur ce gros dossier qu'est le dossier Salah à Liverpool et en Angleterre. On va te souhaiter une très belle semaine. Il y aura beaucoup de football encore à suivre en Europe. Et puis nous, on va rejoindre la Liga et Anna Caro. Allez, on termine ce tour d'Europe du côté de la Liga et on rejoint notre spécialiste du foot espagnol, Anna Caro. Salut Anna, est-ce que tu t'es régalé devant la Liga ce week-end ? Salut tout le monde, on s'est régalé devant la Liga ce week-end et notamment, tiens, si je dois conseiller un but, il y a le très beau but de Georges Mikotadze avec Villarreal. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le match de Villarreal, je vous recommande parce que le but de Buchanan qui est juste avant est aussi très beau. On aime avoir des nouvelles de nos ex de la Ligue 1. Bon, Anna, on parlait juste avant de course au titre en Angleterre. Là aussi, en Espagne, des enseignements très intéressants. Le Barça qui ressort immense vainqueur de ce week-end. Victoire 5-3 contre le Betis. Encore un Barça imparfait, mais un Barça vraiment gagnant ce week-end avec les défaites de l'Atlético et du Real. Ouais, le Barça fait la très bonne opération finalement dans ce match-là parce que victoire 5-3, beaucoup de confiance qui a été engrangée, notamment du côté de Ferran Torres, après avec la Ligue des Champions en vue derrière. Donc, beaucoup de points positifs à retenir. Il y a aussi Pedri qui revient à son meilleur niveau. Donc, voilà, il y avait un peu de doute sur son retour physique. Bon, il a répondu très, très, très bien sur la pelouse du Betis. Encore des doutes, oui, côté Barça, parce que si on regarde les dernières minutes de la rencontre, le Barça prend 2 buts de façon un peu stupide. Il y a un peu la sensation que l'équipe avait lâché le match et s'était dit voilà, on est à l'abri, donc on encaisse des buts. Ça n'a pas du tout plu d'ailleurs à Hansi Flick, qui a un peu retenu d'ailleurs ça parce qu'il reste sur sa dernière impression du match et qui se dit que en fait à la fin il y a aussi Johan Garcia qui fait une énorme parade et peut-être en fait le Betis aurait pu réussir à retourner la rencontre. Ça n'a pas été le cas. Mais on a quand même vu un Barça très sûr de ses forces. En plus, avec des ajustements tactiques qui étaient un peu surprenants, parce qu'on a vu Lamine Yamal en 10, on a vu Ronny Bardi aussi, qui a très peu joué au mois de novembre. Donc, c'est vraiment une rencontre avec plein de satisfaction de la part du Barça parce qu'ils montrent qu'ils peuvent faire tourner, parce que là, par exemple, Lewandowski n'a pas joué, tout en gagnant et contre un club, contre le Betis, parce qu'on ne parle pas d'un club qui est en bas de tableau dans le championnat espagnol. Donc, pas mal de satisfaction pour Hansi Flick. Et c'est vrai qu'on parlait il y a quelques temps des dynamiques et de l'importance de ce classico pour l'un ou pour l'autre. Et d'un côté, on a le Real qui a pris que 9 points sur 18 après avoir gagné le classico, mais de l'autre, le Barça a fait le plein, a pris tous les points possibles en Liga depuis ce classico perdu.
Anna, il n'y a pas si longtemps que ça, à savoir il y a une semaine, on se disait que l'Atlético pouvait être un concurrent au Barça. Ils ont traversé une mauvaise semaine et notamment cette défaite contre Bilbao. On a vraiment du mal à la suivre, cette équipe de Simeone. Ouais, alors les supporters, les colchoneros font un peu la blague de dire que l'Atlético n'a rien à proposer à l'extérieur. C'est globalement ce qui s'est passé sur la pelouse de Bilbao. C'est vrai que cette saison, autant l'Atlético est hyper convaincant à domicile et on sent qu'ils servent énormément de cette force qui est le Metropolitano, des supporters, etc., pour gagner des matchs même très compliqués, même contre l'Inter par exemple. Mais à l'extérieur, il y a une vraie panne et ça, pour le coup, ça fait même plusieurs saisons que c'est le cas et on en avait déjà parlé la saison passée. C'est un peu difficile à expliquer parce que c'est les mêmes joueurs, c'est la même équipe. Ouais. Mais à chaque fois, il y a une panne sèche de projet, de jeu à l'extérieur. Et l'Atlétique qui gagne contre l'Atlético ce week-end, c'est un Atlétique qui a pris 3-0 dans la semaine par le Real Madrid. Donc c'est une équipe qui est déjà censée être fatiguée parce que c'est une équipe qui, là, cette saison, joue tous les 3 jours parce qu'elle joue la Ligue des Champions, mais qui n'est pas forcément habituée à le faire. Qui n'a pas proposé grand-chose finalement face au Real Madrid dans la semaine. Et là, qui se retrouve à gagner à San Mamés contre l'Atlético. C'est vraiment curieux de la part de l'Atlético parce que ce problème de ne pas gagner à l'extérieur dure depuis du coup des semaines et des mois et des mois. Et on a l'impression que Diego Simeone n'arrive vraiment pas à trouver la clé pour résoudre ça. On parlait de Bilbao, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette équipe qui va recevoir le PSG mercredi en Ligue des Champions? Ils ont quand même la réputation d'être une équipe difficile à jouer, notamment à domicile. Est-ce que c'est à ça, voilà, à quoi le PSG doit s'attendre? Le PSG va vraisemblablement être assez peu en difficulté contre cet Ok. Athletic parce que déjà c'est un milieu de terrain qui est loin d'être aussi solide qu'il a pu l'être auparavant. Il y a des jeunes comme Joré Zigar qui pour le coup est un bon joueur mais pas un excellent joueur qui n'a pas forcément le niveau de Ligue des Champions au milieu de terrain. Et quand on regarde le milieu de terrain parisien, bon, il n'y a clairement pas photo. Au niveau de la défense aussi, c'est une équipe qui n'a pas forcément trouvé ses marques en défense, a du mal, Laporte est revenu, mais pour autant, la défense est très très loin d'être solide derrière. Il y a pas mal d'ajustements qui sont obligés d'être faits. Dani Viviane, qui était tout en titulaire la saison passée, qui était même appelé avec la Roja, cette saison, c'est vraiment galère pour lui. Donc, il y a en attaque, on avait beaucoup parlé de Nico Williams cet été pour un transfert au Barça. Nico Ouais. Williams, lui, cette saison, il est vraiment en difficulté. Il traîne aussi une pubalgie comme la Yamal, sauf que ça joue vraiment pour le coup sur ses performances et qu'il est assez inconstant. Donc c'est vraiment une équipe, on va dire, pas sûre de ses forces que va voir le PSG en Ligue des Champions. Et avec très probablement pour le PSG pas mal d'opportunités. Ils auront pas mal d'attaques sans doute pour tromper cet Athletic. Bon, Anna, on va évidemment se concentrer maintenant sur le Real Madrid, comme on le fait très souvent dans Tour d'Europe, parce que l'actualité est souvent chargée depuis le début de saison à Madrid. Défaite du Real dimanche soir à domicile contre le Celta Vigo, 2-0. Bon, il y a eu des exclusions, une pluie de cartons, des blessures et encore un très mauvais résultat du Real à l'arrivée. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu tout ce qui s'est passé dimanche? C'était un match finalement très tendu pour le Real Madrid parce que la première période a été très mauvaise de la part du Real Madrid. Ils n'ont quasiment rien proposé en première période. Puis ils ont pris un carton rouge assez vite. Fran Garcia qui prend 2 cartons jaunes coup sur coup. Et d'ailleurs, ça a beaucoup énervé Xabi Alonso sur le banc. Et après, derrière, le Real s'est mis un peu à jouer en étant à 10 contre 11. Et d'ailleurs, Xabi Alonso le dit en conf de presse que le Real est meilleur à 10 qu'à 11 parce qu'à 10, ils avaient été obligés de courir, ce qui n'était pas le cas avant dans la partie. Sauf que le Real n'arrivant pas à faire la différence, le club s'est énervé tout simplement. À 10 contre 11, ils ont fini par prendre un but. Et il y a eu beaucoup d'agacement côté Real parce qu'il n'y avait aucune solution, il n'y avait pas d'idée sur le terrain.
et que les joueurs s'en sont assez pris rapidement à l'arbitrage. Et après, il y a eu ce deuxième carton rouge qui a été mis à Álvaro Carreras. Et on va dire que le Real s'est vraiment perdu à ce moment-là parce que tous les joueurs sont venus autour de l'arbitre pour protester, pour demander à... Enfin voilà, Henrik sur le banc qui n'a pas joué 1 minute ces derniers matchs, qui a pris un carton rouge à son tour. Et donc dans ce chaos, le Celta a fait le break et a mis un but assez humiliant, on va dire quand même pour le Real Madrid, parce que Villot Svedberg en est à dribbler Thibaut Courtois, et c'est vrai que c'est une image qui est tellement rare en Liga, tellement Thibaut Courtois est hyper fort habituellement, que voilà, c'est une image qui marque les esprits. Et évidemment tout ça s'est terminé dans une bronca pas possible du Bernabéu qui avait déjà sifflé les joueurs à la mi-temps en plus. Anna, le Real en est donc à seulement 2 victoires sur ces 7 derniers matchs. Raconte-nous un petit peu comment est le ton dans la presse autour de Xabi Alonso, forcément. Est-ce que la pression monte? Est-ce qu'il y a des indices d'une future décision radicale du Real ou non? Explique-nous tout. Ce qu'on sait, c'est qu'à la fin du match, Xabi Alonso n'est pas allé voir les joueurs, au vestiaire, qu'il n'est pas allé leur parler du tout. Même apparemment, c'est ce que rapporte El Chiringuito. Pour le coup, ils sont assez fiables sur ces après-matchs puisqu'ils sont sur place. Et on sait aussi que Florentino Pérez a tardé à sortir du Bernabéu, qu'il était le dernier à quitter le stade. Et c'est quelque chose qui se produit très rarement côté Real Madrid, parce que lui, il a tendance à sortir aux alentours de 23h et quelques, après avoir dit bonjour, au revoir à tout le monde. Et puis voilà. Donc, est-ce que ça veut dire que le cas Xabi Alonso a été discuté peut-être par la direction ou avec d'autres proches? Voilà. Est-ce qu'il y a eu une vraie discussion sur son avenir? Pour l'instant, à l'heure où on se parle, on ne sait pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est que oui, Xabi Alonso est plus que jamais sur la sellette, et parce que il y a rien qui n'a été proposé par le Real Madrid sur ces 90 minutes. Et c'est le titre de Marca, c'est de dire le Real est perdu, et beaucoup d'analystes du Real Madrid, eux, tentent de dire que attention, l'arbitrage, c'est un écran de fumée. C'est pas à cause de l'arbitrage que le Real Madrid a perdu. Le Real avait perdu entre guillemets déjà avant parce qu'ils n'avaient rien proposé du match, alors qu'à l'inverse, le Celta de Vigo, qui est une équipe qui se construit depuis plusieurs saisons et qui a un coach qui est là lui aussi depuis pas mal de temps et qui est annoncé comme un des plus prometteurs du championnat espagnol, avait vraiment quelque chose à proposer de très sérieux au Real Madrid. Et là, l'avenir de Xabi Alonso est remis en question aujourd'hui parce qu'il y a ce contenu. Et à l'inverse, lui, Xabi Alonso s'est défendu en conférence de presse quand on lui a demandé pourquoi on a senti que vous avez totalement perdu le fil dans la rencontre, etc. Lui, tout de suite, les réponses, c'était c'est de la faute de l'arbitrage parce que le carton rouge de Fran Garcia, ça nous a agacé. Il dit il avait hâte de mettre le carton rouge à Álvaro Carreras. Et il dit aussi la blessure de Militao nous a sorti de la rencontre. Alors, il faut savoir que la blessure de Militao, c'est au tout début du match. Donc, voilà, si le Real est sorti de son match dès la blessure de Militao, c'est sûr qu'il y a un problème, au moins d'attitude, parce que c'est pas normal qu'un club comme le Real sorte de son match aussi facilement. Et d'ailleurs, cette blessure de Militao, c'est aussi un point qui est énormément souligné par la presse madrilène, c'est que Dean Howson est toujours blessé, et Alaba aussi, et que du coup la défense actuelle du Real Madrid, ça risque d'être contre Manchester City, prochain match, Asensio et Rudiger. Et sans doute que Xabi Alonso ne retestera pas Carreras comme défenseur central vu le match contre le Celta. Justement, ce match contre City, gros choc mercredi soir en Ligue des Champions, ça ressemble à la défaite interdite là pour Xabi Alonso. Est-ce qu'on peut déjà parler de match de la dernière chance? Alors, ce serait assez cruel parce que voilà, dans la mesure où il a quasiment plus de défense derrière Xabi Alonso, et quand on voit le match de Raúl Asensio contre le Celta, on peut se dire que c'est pas du tout rassurant pour affronter Manchester City, parce qu'il a quand même failli se trouer largement en glissant sur le terrain. Mais très certainement que s'il y a une claque de la part de Manchester City contre le Real Madrid,
la première personne à sauter au Real Madrid, ce sera Xabi Alonso, et c'est quasiment certain. Et on peut s'estimer qu'au-delà de 3-0, l'avenir de Xabi Alonso sera clairement remis en question, surtout qu'on sait que autant lui, il a le soutien de Florentino Pérez, même si il ne prend pas énormément la parole pour le défendre. En interne, il y en a certains et qui sont proches de certains joueurs qui veulent que Xabi Alonso parte. Alors la question, c'est qui pour en parler, parce que quand on regarde l'effectif, au final, l'effectif est plutôt bon. Alors il y a énormément de blessures, donc il y a peut-être un problème au niveau de l'infirmerie, mais reprendre ce Real actuellement, c'est loin d'être un cadeau. Donc oui, il y a sûrement ce match contre City qui va être décisif pour Xabi Alonso, même si encore une fois, il n'y va pas avec toutes les armes possibles vu les blessures. Mais disons qu'au Real Madrid, il n'y a pas forcément le temps d'attendre, et qu'il y aura peut-être pas la compassion qu'il faut de se dire qu'il n'y est pas allé avec toutes les armes. Bon, on sera très attentif à ce qui se passera donc entre le Real et Manchester City. Merci beaucoup Anna pour tous ces éclairages. On te retrouve très vite dans Tour d'Europe. Merci encore pour toute ton analyse. Voilà, Tour d'Europe, c'est terminé pour ce lundi. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Comme d'habitude, le rappel, c'est le même. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, donner vos avis sur les sujets qu'on aborde dans l'émission. Si vous voulez plus de foot, vous aurez le FC Stream Team vendredi. Passez une très belle semaine de football européen et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. Salut!